Véronique. Oui, bonjour Euh, Pascal. Bonjour Pascal. Nous sommes donc sur la deuxième partie d'une vidéo qui parle de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Dans la première vidéo, on a parlé de cas concrets, notamment de cas d'une famille bulgare et d'une famille camerounaise. Et là, on va essayer de parler de l'ASE de façon plus générale. D'accord. Et je voulais vous demander, en fait, déjà de vous représenter très rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Alors, Voici, vas-y, c'est toi. Sveti. je prends. Sveti, D'accord. mais n'oublie pas de dire ton nom, parce que tout à l'heure, tu as oublié de dire ton nom. Ah oui, je suis Svetozara Tronville, une Bulgare qui est depuis 26 ans en France, ex-journaliste et traducteur, interprète assermenté en France. L'essentiel. Merci. Alors, moi, je suis Véronique Pidance-Barrière et je suis présidente de l'Association de défense des droits de l'homme, Wikijustice, Julian Assange. Super. Alors donc, l'ASE, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et est-ce que ça a toujours été l'ASE? Ça a été autre chose avant? Alors, non, ça n'a pas toujours été la ASE, ça a été la DAS avant, ça s'est terminé en je ne sais plus quelle année, ça a été remplacé par l'ASE. Mais alors la direction, je ne sais plus ce que c'était exactement l'ASE, le sigle, la DAS, mais voilà, la DAS a été suivie de l'ASE. Et l'ASE, c'est une politique d'aide sociale à l'enfance et un service non personnalisé de l'État. Donc, c'est-à-dire un service non personnalisé, c'est un service qui n'est pas une personne morale ni une personne juridique, qui n'a pas de personnel et qui n'a pas de lieu, donc qui n'est rien d'un point de vue juridique. Donc, qui ne peut rien faire, parce que rien n'est en mesure de rien d'un point de vue juridique. D'accord. Et donc, en fait, avant pas l'ASE, mais La DAS. la DAS, c'était le même statut aussi? Alors, j'ai pas enquêté sur la DAS. On n'a pas enquêté sur la DAS. On est en train de remonter les pistes sur la DAS. Ce qu'on sait de la DAS, c'est qu'il y avait déjà des maltraitances, qui sont d'ailleurs dénoncées de façon très très claire par des gens célèbres, et notamment Hervé Villard. Il l'a écrit dans des livres. Alors, on va pas tout de suite parler des scandales qu'il peut y avoir, mais plutôt déjà de qu'est-ce que l'ASE est censé faire. Comme ça, au premier abord, on peut se dire aide sociale à l'enfance, c'est très positif. Alors, quel est son rôle officiel? Elle n'a pas de rôle officiel, puisque les politiques, c'est une politique. Donc, une politique, juridiquement, ça recouvre rien. Donc, c'est une politique d'aide sociale à l'enfance. C'est bien écrit comme ça dans le texte de loi. Politique d'aide sociale à l'enfance. Une politique d'un point de vue juridique, ce n'est rien. Donc, cette politique est mise en place par les présidents des conseils départementaux. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'est une politique qui est mise en place par les présidents des conseils départementaux avec les finances des conseils départementaux a priori. Je dis bien a priori. Donc, on ne devrait pas parler d'ASE, mais des ASE. Parce que il y a l'ASE du Val-de-Marne, il y a l'ASE des Pyrénées-Orientales, il y a la politique d'aide sociale des Pyrénées-Orientales, la politique d'aide sociale du Val-de-Marne, la politique d'aide sociale de Paris, et chaque politique d'aide sociale est sous la tutelle du président du conseil départemental. D'accord. Donc, ils sont quand même censés s'occuper de placer des enfants à problème dans des familles, c'est bien ça? Alors ou dans non, des foyers? c'est pas le rôle. D'accord? Le rôle du placement, c'est l'État. A priori, c'est la justice. C'est-à-dire que la justice va être saisie d'un cas. Donc, le procureur de la République va ordonner une enquête, ce qu'on appelle une enquête préliminaire, auprès de la police, qui va enquêter. A priori, ça, c'est la voie royale, hein, c'est la voie légale, on va dire. Si l'enquête préliminaire policière ne donne rien, on abandonne les poursuites. Si l'enquête préliminaire émet des doutes sur certains points, alors à ce moment-là, le procureur de la République va nommer un juge qui va mener une instruction à charge et à décharge, comme j'ai expliqué. À partir de ce moment-là, il va être décidé en justice si l'enfant doit être placé ou pas après enquête. Et c'est là qu'interviennent les politiques d'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire les institutions, oui, on peut dire institutions, on va dire associations quand même, qui sont en lien avec le conseil départemental. Soit des foyers, soit des organisations comme l'OSE sur Paris, l'œuvre de secours aux enfants,
ou d'autres, parce que en Normandie, on a des associations catholiques, donc ça dépend vraiment du tissu associatif du département. D'accord. Mais j'insiste quand même qu'à la base, c'est quand même censé, il y a une partie finalement de l'ASE qui protège les enfants. Alors ça peut être par rapport à leur famille, avec des violences par exemple. Ça peut peut-être être aussi, non? Non, non. La politique d'aide sociale à l'enfance met à la disposition de la justice des moyens qui lui permettent de protéger des enfants. C'est ça, la politique d'aide sociale à l'enfance. Dans le cadre de la ZE, de ce qu'on appelle la politique d'aide sociale à l'enfance, personne n'est dépositaire de la loi. Ce sont des gens qui sont censés mettre en place des procédés ou des lieux pour protéger des enfants. Mais c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est pas eux qui doivent faire les rapports d'expertise, parce qu'il faut des experts assermentés. C'est pas eux qui peuvent mener les débats. C'est pas eux, c'est la justice. D'accord. Si tu permets, Bien sûr. je vais faire un parallèle avec la législation bulgare. En Bulgarie, ce tribunal pour enfants, donc tribunal spécialisé, n'existe pas. Par contre, l'Europe force la Bulgarie à le faire introduire. Depuis quelques années, il y a énormément de pression sur les gouvernements et sur les avocats, y compris, et sur les députés, pour faire voter une convention qui s'appelle la Convention d'Istanbul, qui dans la justice introduit pas tant que le souci pour protéger les enfants. En fait, protéger les enfants, c'est un prétexte. Mais avec tous ces textes législatifs, on essaye d'introduire la théorie de LGBT, la théorie du Alors genre. justement, voilà, on aborde quels sont les problèmes de ces structures. Donc, la Bulgarie fermement refuse, et y compris le Conseil constitutionnel a refusé cette convention d'Istanbul. En France, on la connaît comme la justice juvénile. En Bulgarie, les gens ne veulent pas la justice juvénile parce qu'exactement quand il y a une infraction ou un crime où l'enfant est en danger, il y a le droit pénal ou le droit civil qui dispose suffisamment de lois et de dispositifs, de normes qui pénalisent, qui condamnent ou punissent tout ce qui n'est pas en fait qui est contre l'intérêt de l'enfant. Donc la France se permet actuellement aussi de faire pression en Bulgarie et de donner des formations, etc. Et de dire, il y a une ingérence de la part de la France que la France, elle dit, la Bulgarie doit refaire son système judiciaire, doit l'améliorer. Votre système juridique n'est pas bien, n'est pas bon. Le système de justice. De quel droit, quand on voit ce qui se passe en France, et de quel droit un pays se croit supérieur à un autre pays pour ordonner quoi que ce soit et dire votre système n'est pas bien, mais la nôtre, elle est bien. Surtout quand on commence à voir à quel point le système de la justice française ne fonctionne pas. Alors, intervenir sur l'État, sur la justice de l'État bulgare, c'est une violation de la charte de l'ONU, des premiers chapitres de la charte de l'ONU qui prescrit que nous sommes tous des pays souverains. Tous les pays membres de l'ONU sont des pays souverains. À noter que donc là on parle de la Bulgarie parce que tu connais bien ce cas et tu l'as étudié, mais j'imagine que c'est le cas dans un certain nombre d'autres pays. Voilà, c'est certainement pas un cas isolé. Mm-hmm. Oui. Exactement. J'élargis un petit peu parce que l'ASE en France, il est très semblable à l'organisation
je ne sais pas comment ils le traitent dans leur système juridique, mais l'organisme ou l'institution, je ne sais pas exactement quel est le terme qui convient, de Bernet-Vernet. Ça, c'est l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance, mais dans les pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark, etc. Ou les abus avec les enfants, c'est encore pire. On va vers vraiment des systèmes non. Il y a la police, il y a ces fonctionnaires qui sont embauchés par l'ASE, qui se croient supérieurs à toute autorité, qui rentrent dans votre famille, qui bousculent votre vie, qui bafouent et piétinent la vie privée des gens. Ils viennent et avec force et violence déchirent les enfants de leurs propres parents. Pourquoi? Parce que les parents sont soucieux pour quelque chose. Peut-être ils donnent une petite claque d'un enfant qui est sur la rue, sur la chaussée, qu'il y a un automobile qui peut venir voilà, de manière inattendue et qu'il va bousculer et tuer l'enfant. Ouais. Et que les parents, des fois, ils se voient démunis contre l'incompréhension d'un enfant. Et j'ai discuté, on discute beaucoup en Bulgarie avec les avocats sur ces petites gifles, les petites claques que la France et que surtout les pays scandinaves interprètent de manière perverse. Donc là, on est quand même sur l'idée que des enfants vont être retirés de leur famille. Donc il y a quand même un choc de toute façon psychologique qui va se passer avec un enfant qui Oui. retiré de ses parents, Oui. pour être ensuite placé dans des foyers Ou des familles d'accueil. ou des familles d'accueil. Avec là aussi un choc finalement d'être presque dans une autre culture d'une certaine façon, en tout cas dans un autre environnement. Et on parle également d'abus qui peuvent se passer en fait dans ce cadre-là, qui va jusque à la pédocriminalité. Enfin, Oui. c'est des choses extrêmement graves. Ah, des Alors viols. évidemment, il y a plein d'échelons finalement dans les difficultés que les enfants peuvent suivre. Est-ce que vous pourriez me parler d'exemples justement que vous avez en tête d'abus qui ont été faits dans ces placements? Alors, nous, on a eu des témoignages, beaucoup de témoignages d'enfants qui soit sont sortis de l'ASE, des foyers de l'ASE, relevant de l'ASE, soit qui y sont encore, mais qui sont assez terrorisés. Donc là, on a toujours invoqué la charte de Munich pour les préserver. C'est des enfants fragiles, extrêmement mal. Charte de Munich, celle des journalistes Oui, celle des journalistes, on est censé protéger nos sources, donc c'est l'article 7, il me semble, de la charte de Munich. Et oui, parce que c'est des enfants terrorisés. On a eu affaire à des témoins terrorisés et du coup, il est très difficile de les amener à parler, mais on va essayer de le faire en menant une action internationale, parce que le modus operandi, effectivement, Sveti a raison, on le retrouve en Hollande, en Suède, en Norvège, on le retrouve en Belgique, on a des contacts en Allemagne, on le retrouve en Allemagne. On le retrouve aussi en France, très bien impliqué, en Suisse et dans les pays africains. Et dans les pays africains, nous qui sommes en lien avec le Cameroun, il y a des personnes à l'ambassade du Cameroun qui m'ont dit que les enfants camerounais faisaient l'objet d'enlèvements en France et au Cameroun, et de disparitions très inquiétantes. Donc quand on est allé les saisir du dossier de Michel Endo, en fait, ils étaient partants. Mais il y a tellement de pression politique à l'international qu'on n'arrive même pas à bouger. Les ambassades ne font pas leur travail. Parce qu'en effet, on voit justement beaucoup de cas de familles étrangères en fait Oui. en France avec des enfants qui sont placés. Il y a aussi des familles françaises. Est-ce que justement, il y a quand même plus de familles étrangères qui sont touchées par ces je vais pas dire enlèvement, mais placement. C'est très mitigé. Enfin, c'est très difficile de faire un état des lieux à ce stade parce qu'il nous faudrait une enquête policière. Alors, tu nous demandais si on a besoin d'aide. Oui, on a besoin d'enquêteurs assermentés, dépositaires de la loi, qui mettent leur nez dans toutes ces affaires. Donc, s'ils veulent nous rejoindre, on est partant.
des policiers, des juges, des procureurs, parce que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, y compris dans la justice et les personnes dépositaires de la loi. En fait, il y a une mère qui est impliquée dans à qui on a enlevé les enfants, qui m'a dit, tu sais, c'est bizarre, c'est comme si par moment on enlevait, tu sais, c'est comme dans les boîtes de chocolat, des fois des petits blancs, des petits noirs, des petits arabes. Moi, je sais pas. Objectivement, on n'a pas réussi il n'y a pas de chiffres. Donc, il n'y a pas de chiffres fiables. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui courent, mais il n'y a pas de chiffres fiables. Ce que nous, on constate, c'est qu'en fait, il y a des ressortissants de pays étrangers et que les principes de l'ONU, de l'égalité de l'ONU sont violés. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la loi bulgare, de la loi camerounaise, de l'état civil camerounais. C'est comme s'il n'existait pas, hein. Dans l'affaire camerounaise, ce qui est très étonnant, c'est que la France fait comme si l'état civil camerounais était inférieur à l'état civil français. Or, c'est pas vrai. Ils sont égalitaires. C'est écrit dans un texte de l'ONU, justement. Donc, on peut pas dire que parce que les enfants sont déclarés au Cameroun que les actes de naissance sont faux. L'état civil du Cameroun est aussi fiable que l'état civil français. Et ce qui est très difficile aussi, c'est que finalement, il y a peu de familles qui s'expriment là-dessus. Il y a beaucoup de souffrances solitaires en fait qui se font avec une peur finalement de Plus parler revoir de ce les sujet. enfants. Une difficulté d'arriver finalement à trouver des associations, des groupes avec lesquels on pourrait essayer de s'entraider. Oui. Et donc il y a énormément de détresse. Aussi, finalement, une non-connaissance du droit. Ah, ça, Parce c'est que, certain. voilà. Et une difficulté à payer des avocats parce que les familles s'endettent très vite. Se retrouvent dans des situations d'endettement pour payer les avocats et donc en cessation de paiement rapidement, parce qu'il faut dire que même avec l'aide juridictionnelle, un avocat, ça coûte cher. Il y a peu d'avocats en France qui travaillent pro bono. Aux États-Unis, on trouve quelques avocats qui travaillent pro bono, c'est-à-dire gratuit pour une cause. Mais pas en France. En France, très très peu d'avocats. D'ailleurs, s'ils veulent prendre certains dossiers, ils sont les bienvenus. Parce que justement, il y a tous ces vices de procédure qui existent et qui se permettent de faire sauter des affaires les unes après les autres. Et puis, il y a l'impression de s'attaquer à quelque chose de beaucoup trop grand par rapport à nous, une petite famille. Comment peut-elle rivaliser face à quelque chose d'aussi énorme que chose d'institutionnel? C'est tentaculaire, c'est institutionnel et c'est mondial. Ce sont des réseaux de mafieux qui font du trafic. Alors, il y a le trafic d'enfants, mais il y a le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, tout ce qui rapporte et sur lequel beaucoup de gens ferment les yeux. Alors, l'ASE, avant de revenir sur les trafics, c'est aussi toute une histoire d'argent. C'est-à-dire que placer un enfant, ça rapporte. Ça rapporte. Alors, ça rapporte combien? Alors, à peu près de tête, je crois que c'est... on a les papiers. Hein. C'est 2000 et quelques pour un enfant, 3000 et quelques pour 2 enfants, 4000 et quelques pour 3 enfants. La famille d'accueil touche ça. Et elle peut travailler, les personnes peuvent travailler à côté. C'est une rétribution pour l'entretien de l'enfant. Donc là, c'est les familles d'accueil en contrepartie de l'accueil qui vont recevoir cette somme. Exactement. Est-ce qu'il y a une partie de cette somme qui part autre part, ou c'est vraiment que les familles qui C'est les familles qui les reçoivent. Après, nous, on a des papiers officiels qui en attestent, puisqu'il y a des demandes de familles il y a des offres de familles d'accueil. Enfin, c'est fait dans les France Emploi ou Pôle Emploi, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Donc là, on a les chiffres. Il semblerait que quand un enfant est placé à la MDPH de façon très abusive, comme l'est la petite bulgare et l'est la petite camerounaise, c'est une enfant qui avait aucun problème scolaire, il semblerait que les sommes doublent ou soient très augmentées. 8 000 euros par enfant. 8 000 euros par enfant si l'enfant est catégorisé handicapé auprès de MDPH. D'accord. Et quel que soit l'handicap, c'est-à-dire un petit handicap comme un très gros handicap, la somme sera la même ou il y a quelque chose de progressif? Alors là, je vais sortir de l'handicap, exactement. Oui. Parce que quand les enfants sont handicapés et il y a des raisons médicales, il n'y a pas de problème.
les aides, ils sont versés pour améliorer les conditions de traitement ou de guérison. Là, on parle surtout d'abus, parce que les enfants ne sont pas handicapés. Tout simplement, le cas avec les enfants bulgares, le dossier qui est déposé auprès de la MDPH, 77, la fillette, elle apprend en 5 mois le français parfaitement bien, et on essaye de lui dire qu'elle est mentalement retardée, qu'elle ne réussit pas à rattraper ses camarades français. Ben non, tout simplement, cet enfant est mis dans un système qui ne prend pas en considération que c'est un enfant qui parle une autre langue, qu'il y a d'autres traditions en mœurs, et que cet enfant, avant de rattraper les Français qui parlent parfaitement bien le français, mais il y a les notions en français qui sont assez très bien assimilées. Qu'un enfant, avant d'apprendre, en apprenant la langue, il doit assimiler une notion, quelle que soit de la matière dans l'école. Et que ça prend du temps. On ne peut pas demander à un enfant d'apprendre une langue étrangère et en même temps de réfléchir sur la matière dans la langue qu'elle apprenne. Ce sont des problèmes énormes. Et le fait que l'enfant a besoin de temps de rattraper le langage, on le considère, on le catégorise comme retard mental. Non, non. Et pour tout ça, on donne aux enfants, on attribue aux enfants des aides scolaires, des orthophonistes, des dyslexiques de je ne sais pas quoi, qui gonflent une poche d'aide financière énorme que l'enfant n'a pas besoin. Alors justement, je reviens sur l'argent, parce qu'il y a l'argent qui est donné aux familles, mais il y a peut-être de l'argent justement qui est donné à ces différents services, et ceux qui font fonctionner l'ASE aussi, ils doivent bien se payer d'une façon ou d'une autre. Alors les associations, oui, reçoivent de l'argent, notamment du conseil départemental. Mais moi, je l'appellerais ça, pas recevoir de l'argent, c'est détournement de l'argent de l'État, des caisses d'aide de l'État. Parce qu'est-ce qui les pousse justement à vouloir dire absolument qu'un enfant est handicapé ou en tout cas doit recevoir cet argent supplémentaire? Parce que là, ça sert plutôt les familles à la base. Non, parce que ça vient pas aux familles, ça vient ça n'apparaît que quand l'enfant est placé. Donc ça, c'est la famille d'accueil qui va toucher l'argent. Oui. Donc mais en réalité, on ne sait pas pourquoi. Ou les foyers d'ailleurs. Ou les foyers. Alors les foyers, c'est plus opaque encore. Mais le problème de la MDPH, c'est que par exemple dans l'affaire de la petite Camerounaise, la gamine n'avait pas de problème. Elle parle correctement français, elle avait un très bon niveau scolaire. On ne sait même pas pourquoi elle a été placée MDPH. Elle est voilà. Il y a un vague rapport de psy, mais qui tient pas la route. On a fait lire à des psys professionnels qui nous ont dit c'est n'importe quoi. Donc voilà, on ne sait pas trop pourquoi on place des enfants soutenus par l'argent. C'est exemple concret. Je t'interromps un petit peu, mais on a fait des tentatives à la famille bulgare. On leur envoie un dossier qui émanait d'un centre médico-social. Toujours un document vide qu'on demandait, on ne sait pas qui l'avait envoyé, un document vide que les parents devaient signer. Si les parents n'étaient pas accompagnés ou qu'il y a un agent qui tend ce formulaire, les parents signent forcément parce que donc il y a une pression, voilà, il faut signer le papier tout de suite. Donc il y a une tentative de placer les enfants dans les centres médico-sociaux. Et cet argent qui vient de la MDPH va dans ces centres-là. Par contre, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une confusion des centres médico-sociaux. Il y a une création, mais une abondance de foyers sociaux qui se créent. Et je vais vous dénoncer une autre chose suite à nos recherches et enquêtes. C'est qu'on tombe sur des associations qui louent des appartements relais, des appartements privés, qui sont en relation avec les maternités, que ces associations sont subventionnées par cet argent-là,
que certaines associations et certains partenaires de fondations aussi ont des projets immobiliers de construction de villages entiers, qui s'appelle SOS Village, pour placer des enfants. Vous imaginez le business plan qui est créé là. Donc, si on va construire un village entier avec des logements, avec des maisons, pour accueillir je ne sais pas combien d'enfants, avec le personnel, avec des familles d'accueil, mais on va alimenter un ogre qui a besoin de manger. Mais de manger quoi? De manger des enfants. Donc, ce système en France, là, qu'on brandit le drapeau, on va défendre les enfants. Mais non, on va pas défendre les enfants. On va se servir des enfants comme une marchandise pour enflouer ces projets d'investissement immobilier. Et ça doit cesser. Et je vous assure, ouvrez n'importe quelle association, grande association en ce moment, allez sur leur site dans le domaine partenaire, vous allez voir quelles sont les sociétés énormes qui ont des projets immobiliers en ce moment sous le prétexte d'aider les enfants en France. D'accord. Donc en fait, il y a des sociétés qui vont profiter de ce système pour se faire de l'argent. Mais d'où vient l'argent alors? Alors, De l'État français. je vais rebondir un peu sur ce que dit Betty. En fait, excusez-moi, j'ai plus que moins de 10%, alors donc ça c'est risque juste de que, couper. Mais par exemple, pardon. l'œuvre de secours aux enfants qui a pris Norélis, la petite Camerounaise en charge, a une énorme SECI qui s'appelle la SCI Vaillant, qui est une nébuleuse. Donc, on retrouve la structure immobilière partout. Après, je me souviens plus de ta question, c'était... Donc, l'argent, finalement, qui paye? Alors, nous, puisque ça passe par le conseil départemental, par exemple, on a identifié plusieurs associations qui touchent entre 200 000 et 800 000 euros de la part du conseil de Paris. Donc, oui, c'est en gros du détournement de biens publics et de biens. Donc là, ça sera plutôt les impôts locaux que les impôts. Alors, je ne sais pas d'où vient l'argent, puisque c'est pas très transparent. On l'a trouvé sur Papers et tous les trucs de société, mais c'est pas très transparent. Donc, je peux pas te dire exactement encore au stade où on en est de nos enquêtes d'où vient l'argent, mais du Conseil de Paris. Donc, forcément de nos impôts fonciers, de nos impôts locaux, en partie. Ça, c'est sûr. Après, pour des visites, 200 000 euros pour des visites médiatisées, ça fait quand même un peu cher la visite médiatisée. Et alors, il y a 3-4 sociétés associations qu'on a. Donc, il y a l'œuvre de secours aux enfants, l'association Rochtil, la Pfizer, je sais plus. Enfin, il y en a plusieurs. Mais il y en a d'autres. Et c'est pareil dans tous les départements. Donc, oui, en partie, c'est nous qui finançons ça, mais c'est opaque et on ne sait pas ce que devient l'argent et on ne sait pas par où il transite. D'accord. Bon, l'histoire d'argent, c'est déjà, je trouve ça assez choquant. Mais en fait, pour moi, c'est rien encore par rapport à la détresse finalement qu'on afflige aux enfants comme on affiche aux parents. Ouais. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses avant d'arriver aux choses les plus dégueulasses. Déjà, simplement parler de l'effet psychologique que ça peut avoir, du fait que des enfants qui a priori étaient bien sont détruits suite à ces passages dans des foyers notamment. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça? Alors moi, je peux parler des foyers puisque j'ai été en contact avec des enfants dans des foyers, des enfants qui sont sortis des foyers. Donc, dans les foyers, il y a les enfants font état de trafic de drogue, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes et on va dire, de réseaux de pédocriminalité, proxénétisme. Il y a des jeunes filles qui ont témoigné avoir accompagné des plus petites à des rendez-vous qui étaient à destination de viol. Enfin, je veux dire, quand on amène. Donc, la question se pose. On va d'ailleurs porter plainte contre l'État à un moment donné, enfin contre les représentants de l'État, parce qu'on va essayer d'employer les mots qu'il faut pour proxénétisme, parce que l'État n'intervenant pas, il laisse donc agir des proxénètes au sein même des foyers, et donc il est coupable. Mais on a eu aussi des violences, des témoignages de violence. Un petit garçon qui avait pris un verre de Coca-Cola dans un foyer, on lui a fait avaler
pour le punir, une bouteille entière de Coca-Cola. Des enfants qui sont mis à l'isolement, qui se pissent dessus parce qu'ils peuvent pas descendre de la chambre, qui perdent énormément de poids. Le fils de la Camerounaise a essayé de se défenestrer dans un foyer, dans un des foyers où il a été placé. Ouais, à cet âge, c'est pas normal. Et il voulait rentrer chez lui, on voulait pas laisser rentrer chez lui, etc. Donc oui, des violences, il y en a, elles sont énormes. On n'écoute pas les enfants, on n'écoute pas les adolescents, on n'écoute pas les adultes les adultes qui sont devenus. Parce que on a eu des mises en garde d'enfants qui disaient surtout pas envoyer les enfants dans des colonies de vacances parce qu'il s'y passe des choses terribles. Donc voilà. Mais tout ça, et je rappelle les personnes dépositaires de la loi, tout ça demande des enquêtes. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que la police ouvre des enquêtes. Je reprends. Est-ce que tu peux juste donner le chargeur parce que notre batterie elle est à la limite, donc faut que ça ne coupe pas. Elle n'est pas tout à fait pleine la batterie. C'est pas grave. On prendra aussi un câble. Je passe le câble. Moi je vais Attends, excuse-moi, on va Attends. d'abord faire le... On fait la manip avant. Ouais, je peux, vas-y. Voilà, donc suite à une petite pause technique, on reprend. Donc, tu voulais rajouter? énormément de choses et voilà, il y a tellement de choses à dire que je sais même pas des heures si on parle toute la journée, ça va suffire de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a vu et constaté. La souffrance, en fait, elle est partout dans tous les stades. C'est pas que les enfants qui sont impactés, pas que les parents, mais dans la famille bulgare, mais il y a les proches aussi, il y a les grands-mères, les grands-parents, il y a des amis qui sont avec la peine de toute la famille qui attendent les enfants, le retour des enfants. Que ces enfants, on les a empêchés d'aller dans les écoles bulgares, là, dimanche, par exemple. Parce que le référent social de l'ASE, il a décidé que les enfants n'ont plus besoin de s'exprimer et de parler leur langue natale. Et d'ailleurs, ces enfants-là parlent 2 langues de plus, donc bulgare et turc. Ils apprennent le français, ils l'ont très bien appris. Donc c'est pas des enfants attardés comme vous voulez, l'ASE les catégoriser et surtout les mettre dans les cases de la NDPH pour s'empocher de l'argent sur divers prétextes, voilà, l'aide à l'école, le suivi médical, etc. Et surtout que cet argent-là, ils voulaient le verser à un centre médico-social. En sachant aussi qu'on a des soupçons et on a déjà des enfants preuves, comme quoi quand les enfants enlevés se trouvent dans un centre médico-social, il est bourré de médicaments à la longueur de la journée, et surtout qu'on fait des tests médicamenteux sur les enfants. Alors moi, je pose la question à toutes ces autorités, mais il est où l'audit dans les foyers, dans les structures de l'ASE, dans le département, le conseil départemental, c'est qui contrôle la connaissance de ces gens-là et quelle est cette connaissance, quels sont ces diplômes, quelles sont ces formations. De quel droit une nana, excusez-moi, une femme ordinaire qui a fait une formation d'accueil d'enfants pendant 3 mois ou une assistante sociale d'une formation pendant 3 mois, après, on va recueillir son rapport comme une expertise d'un spécialiste, d'un psychologue ou d'un autre spécialiste qui se dit, voilà, moi je constate ça. Et donc en parole d'autorité face à ce que les parents pourraient dire. Voilà. Non, la seule parole d'autorité, ce sont les personnes dépositaires de la loi. Et c'est pas parce qu'on est magistrat qu'on est forcément dépositaire de la loi. C'est les juges, les procureurs, et c'est tout. Et la police. Après, alors après, il faut savoir que le maire est le premier policier de sa ville, mais malgré tout, il peut arrêter quelqu'un, mais il peut pas prendre une décision de justice. À savoir qu'il y a une difficulté terrible
aujourd'hui d'aller déposer plainte auprès d'un commissariat quand il s'agit de l'ASE. C'est quand on s'est vu, il y a faux et usage de faux. La première chose pour laquelle je voulais porter plainte contre l'ASE, parce qu'ils ont fait de faux documents et ils ont usé de faux documents. Et on va au commissariat qui est à côté et on nous ridiculise, on se fait toutes sortes de moqueries sur nous, de nous empêcher à déposer plainte, à la fin, pour se voir refuser le droit de déposer plainte, de se plaindre, et surtout qu'on aille dans un commissariat pour chercher de l'aide, parce que moi, j'ai travaillé des années avec des policiers. J'avais un respect inouï par rapport à cette profession et aux gens qui l'exercent. Et mon appel, c'est aussi, quand on a dit il y a des gens dépositaires de la loi, du bon côté, il y a les mauvais et de plus en plus de mauvais, mais on fait appel à ceux qui font leur travail et qu'au bout de je ne sais pas combien de X tentatives de déposer plainte, il se retrouve en gentil policier qu'il y a 2 jours, il a pris notre déposition. Mais pendant un an. C'est au cas par cas, vraiment. Au cas par cas. Il faut avoir la chance. Aussi, est-ce que c'est techniquement possible d'attaquer l'ASE? Est-ce qu'elles ont les statuts? Alors, on n'attaquera pas l'ASE puisqu'elle n'existe pas. C'est hein, ça. C'est ce que j'ai expliqué. Ce que j'ai compris. Donc, effectivement, nous allons demander des comptes sur les droits de l'homme, mais à l'international, là, on commence à se structurer. Tu nous demandais ce qu'on était en train de faire. On est en train de se structurer, de créer un collectif d'avocats, de juristes, de parents, de témoignages, et on va demander des comptes à ceux qui sont responsables. En France, on va demander des comptes aux présidents des conseils départementaux parce que ce sont eux qui sont responsables. Et effectivement, mener des actions juridiques contre eux, puis contre les juges. Parce que les juges doivent respecter l'impartialité des débats. Donc, un juge qui ne fait pas son devoir doit être remplacé immédiatement. La France ne peut pas se permettre d'avoir un système judiciaire qui fonctionne au coup par coup avec des juges qui ne respectent pas leur serment. Un procureur qui ne respecte pas son serment. Il y a serment, il y a engagement, il est solennel. Et si un juge le trahit, il trahit toute la justice de France. Or, la justice, on en a parlé déjà, elle est rendue au nom du peuple de France, donc tous les juges, les procureurs, les personnes dépositaires de la loi doivent des comptes au peuple français qui exerce la souveraineté selon sa constitution, même si on a piétiné la constitution dans tous les sens depuis quelques années. Mais la constitution est là. Tout ce qui a été fait en dehors de la constitution est illégal. Donc aujourd'hui, oui, si on doit lancer un appel, c'est messieurs, mesdames, faites votre devoir. Appliquez la loi, appliquez l'impartialité avec humanité. C'est dit dans le serment du juge. Le juge doit appliquer la loi avec humanité. C'est sa première prérogative. Alors, selon vous, est-ce qu'il est préférable finalement que il y ait de multiples attaques qui se fassent, ou est-ce qu'il vaudrait mieux que les différentes familles qui soient touchées par ces problèmes de placement se rassemblent pour faire une attaque qui est peut-être plus puissante? Alors, je pense qu'il faut faire les deux d'un point de vue juridique. Et de toute manière, nous, au niveau des associations, qui sont en train de nous rassembler, nous sommes partis pour nous attaquer au système. Donc au système juridique corrompu et au système des réseaux. Nos enquêtes vont dans ce sens. Alors évidemment, plus on aura de renforts policiers, plus on aura de renforts de procureurs qui sont soucieux du problème, plus vite ça ira. Et ça serait important parce qu'il y a beaucoup d'enfants en danger. Mais nous mènerons les actions conjointement, avec la Hollande, avec la Finlande, avec l'Allemagne, ça se met en place. D'accord. Alors je vais revenir quand même sur les placements en eux-mêmes. Il y a beaucoup d'abus qui sont constatés, mais je pense qu'il y a quand même des endroits qui se passent bien, des endroits où c'est quand même légitime de retirer des enfants de familles qui sont violentes. Donc voilà, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est quand même important de le dire, parce que malheureusement, il y a de la vraie souffrance qui existe.
et il y a de la souffrance qui est rajoutée. Et donc là, on a parlé d'un certain nombre d'abus, et on a des abus qui sont vraiment extrêmement terribles. Enfin, Oui, sévère. là, tout à l'heure, vous parliez donc notamment de proxénétisme. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, même de réseaux, enfin, et là, comment est-ce qu'on s'attaque à ça? Alors les réseaux, c'est compliqué parce que par nature, le réseau est assez invisible, mais oui, il y a des suspicions de réseaux de trafic d'enfants. Il y a des enfants qui disparaissent aux États-Unis. Ils sont en train de dire qu'ils ont perdu 230 000 enfants. Je sais pas, c'est de cet ordre-là. J'ai écouté les témoignages au Congrès. Alors, le ministre du Home Office dit qu'ils les ont donnés à des sponsors. Alors ça, c'est quand même la phrase qui m'est restée gravée dans la tête. Donc, oui, il y a des enfants qui font l'objet de trafic. Ça, c'est en train d'apparaître aux États-Unis. Mais c'est pas les trafics tels qu'on nous les raconte. Les trafics servent à plusieurs choses. L'adoption, en général, c'est de 1 mois à 3-4 ans. Des adoptions illégales ou légales? À mon avis, totalement illégales. Après, il y a les réseaux pédocriminels jusqu'à à peu près 12 ans, parce que selon les témoignages qu'on a eus, au-delà de 12 ans, les enfants n'intéressent plus. Et après, il y a le trafic d'organes. Donc, on utilise un être humain jusqu'à l'équarrissage. Et ça transparaît dans un texte qu'on va un jour étudier pour le public. C'est le pacte d'immigration surordonnée et régulière, dit le fameux pacte de Marrakech, où il est stipulé que des enfants pourront voyager seuls avec des passeurs. Il faut lire tous les articles qui correspondent à ça, et qui est un pacte qui valide non pas des migrations, mais des déportations. Parce que quand des migrations, je ferai une nuance entre immigration et migration. On nous parle de migration. Une migration, c'est une déportation, et surtout quand elle est ordonnée et régulière. Surordonnée et régulière. Des migrations surordonnées et régulières dans le cadre de passage, et ça s'appelle une déportation. Or, nous avons des arrivées massives d'enfants. On est en train de lancer nos enquêtes dans les aéroports, qui sont confiés à des services, et après on ne sait plus ce qu'ils deviennent. Le procédé en France, c'est énormément d'enfants d'Afrique qui arrivent seuls ou accompagnés par un cousin, un tonton, un je ne sais pas qui. Forcément, les forces de l'ordre les arrêtent dans des endroits spécialisés de rétention. Les enfants sont isolés, le temps de vérifier quelle est la personne qui l'accompagne. Et quand ce ne sont pas des proches, forcément, ou on ne peut pas retourner l'enfant dans son pays, ou c'est l'ASE qui arrive dans les aéroports et prend l'enfant qui n'a pas de documents. Moi, je demande, l'ASE, il les amène où? Des enfants sans identité. Qu'est-ce qu'ils font avec ces enfants? Alors, c'est dit dans les pactes de migration surordonnée et irrégulière qu'on pourra donner une identité. C'est dit dans le pacte des migrations surordonnées et irrégulières qu'on pourra donner une identité à un enfant. Qui vient d'où, on ne sait pas. Mais ça valide aussi le camp de rétention. C'est-à-dire qu'il y a des migrants qui pourront, enfants ou pas, qui peuvent être internés dans des camps d'internement. Et on peut aussi prendre l'argent. Donc le pacte des migrations surordonnées et régulières, c'est un texte fondamental, tout à fait illégal, puisque c'est en dehors de toutes les règles constitutionnelles et des traités, mais j'essaye de mettre en pratique. On a aussi eu le témoignage d'enfants qui arrivent par camion en Belgique, y compris des bébés, dont on ne sait pas d'où ils sortent, et qui sont dispatchés, pareil, en Belgique, dans différentes associations,
ou dans différentes familles. Donc on a bien un modus operandi. On a un avocat, l'avocat bulgare qui est venu, on en a parlé. Le modus operandi est le même à l'international. On le retrouve partout. En Hollande, en Finlande, en Norvège, en Allemagne. Les enlèvements se font de la même manière. Les substitutions d'identité se font de la même manière. Et les arrivées d'enfants se font de la même manière. Donc on est bien face à des réseaux mafieux. Maintenant, c'est compliqué pour nous de les identifier, on n'est pas policiers. En sachant que quand on se met à observer tout ça et avoir un regard un peu général, je m'aperçois que les lois qui régissent exactement l'aide sociale à l'enfance, mais elle s'est intensifiée à être un petit peu modifiée tous les ans. Il y a quelque chose qui se rajoute. Et surtout les axes principaux, ils ont modifié les droits, ils ont modifié l'accès à aider les enfants, le déporter, à le déplacer, etc. Et alors, je vais pas citer les lois parce que ça va être très long. Qui vote ces lois? Le Parlement. Exactement, je voulais revenir. Le Parlement a créé une commission sur le fonctionnement de l'ASE. J'ai vu le rapport de cette commission. Je vous assure qu'un étudiant en première année de droit pourrait monter un rapport mieux que ça. C'est vraiment bâclé. Ah, c'est pas que bâclé. Moi, je l'ai pas lu entièrement. C'est pas que bâclé, c'est des violations de loi, une méconnaissance des lois. C'est-à-dire que la problématique n'est pas posée. C'est une imposture. C'est pire que ça. C'est 400 pages d'imposture. Et à votre avis, ça, c'est fait justement à dessein? En fait, dans le rapport, vous finissez, je ne sais pas combien de centaines de pages, est-ce que c'était 500, 800, je ne me souviens plus. Mais à la fin, la moralité, c'est qu'il faut augmenter le budget alloué à la zone. Et que ces problèmes qui viennent, en fait, il ne parle pas de la souffrance des enfants, d'abus des enfants, d'abus de droit. Les violations des lois. Tout simplement, la conclusion, c'est que ces problèmes viennent parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Mais non, pas du tout. L'argent est énorme. Ce sont des flux d'argent qui va vers l'ASE, vers cette politique énorme. Vous savez que dans l'ASE, il y a une armée d'embauchés qui est aux alentours de 1 million de personnes, 900 000 personnes qui s'occupent de ça. Vous imaginez à quoi on s'attaque là? C'est gigantesque. Mais c'est pas l'argent qui manque. Bien au contraire, l'argent est énorme et le détournement d'argent du budget de la France, là ils veulent voter le budget, mais il faut mettre déjà l'audit sur le système social. Ce que je découvre, c'est que le système social, dans tous les sens en France en ce moment, est utilisé pour le détournement d'argent. Et les enfants sont l'un des maillons qui les sert, ceux qui gouvernent, pour détourner l'argent et voler l'argent des Français contribuables et des Français ordinaires. Alors c'est dégueulasse hein, quand on voit justement comment on se serre la ceinture à côté, de voir tout cet argent qui coule à flot. Pardon, mais les députés, on les a envoyés pourquoi au Sénat et à l'Assemblée nationale? C'est pour voter de l'argent et des lois qui détournent l'argent des Français. Cette commission, il faut qu'elle soit, je ne sais pas si elle sert à quelque chose, parce qu'il n'y a aucune enquête sur les abus, mais il y a, je ne sais pas qui l'a fait, j'ai pas mémorisé On va faire une étude. Oui, le document. Cette commission, elle a coûté aussi de l'argent. Mais moi, avec ma copine, on pouvait faire un rapport avec énormément de pages, mais 1000 fois mieux que ça, pour, je sais pas, en SMIC peut-être. Là, nous, on travaille sans argent, par le cœur. Ah, vous êtes motivé, clairement. Voilà, c'est une question de moralité. De moralité déjà, de moralité républicaine. Hein. Parce que c'est pas qu'une moralité personnelle, c'est une moralité républicaine. Et puis si les peuples souverains, c'est au peuple de rappeler tout le monde à l'ordre. Et donc nous, on engage les citoyens à rappeler
à l'ordre tous ceux qu'ils ont élus, parce que ce ne sont pas des patrons, ce ne sont pas des rois, ce ne sont pas des dirigeants, ce sont des serviteurs de la nation. Serviteurs, il faut revenir au mot, ils sont au service de l'État et de fait au service des citoyens français. Alors là, c'est intéressant et on sort un petit peu du sujet de l'ASE, mais on peut quand même un peu le développer. Cette notion, en effet, de la théorie qu'on va avoir dans la loi et finalement l'application et le fait, nous, en tant que peuple, de se sentir absolument bafoué. On a l'impression que tout est cadenassé. Oui. Donc, c'est aussi parce que justement, on croit qu'on ne peut rien faire, qu'on ne fait rien. Alors qu'on a le pouvoir de dire non. Non, c'est aussi simple que ça. Il y avait une pub du Crédit Lyonnais qui disait le pouvoir de dire oui, ben je reprends le pouvoir à l'envers. Je dis on a le pouvoir de dire non. Donc quand des policiers viennent sur votre territoire essayer de tuer vos poulets, vous leur dites les poulets, c'est ma propriété. Et ma propriété, c'est un droit sacré en France. Il est inaliénable, inaltérable, imprescriptible. Il faut bien savoir. C'est un droit fondamental humain, la propriété. Donc, vous n'avez pas à venir les tuer. Vous n'avez pas prouvé que vous deviez les tuer. Donc, vous sortez. C'est aussi simple que ça. Mais c'est difficile à admettre parce que c'est le premier pas qui va compter. C'est le premier nom qui compte. Une fois qu'on c'est a aussi une connaissance, tout simplement. Oui, exactement. Nous, en tant que peuple, on ne connaît pas la loi. Non. On n'apprend pas à l'école. Et surtout, on voit une autorité qui est censée savoir mieux que nous et qui va utiliser son influence pour nous faire ce qu'on ne veut pas. Oui, mais d'où l'importance de se renseigner. De se souvenir qu'on est souverain. Et c'est écrit dans la Constitution. Oui, et également de se faire aider oui, si besoin. Exactement, de se faire aider. Mais surtout, moi j'en appelle aux personnes dépositaires de la loi et qui sont soucieuses de leur serment. Elles peuvent elles-mêmes agir. C'est-à-dire qu'il y a des articles de loi qui expliquent très clairement que lorsqu'un ordre est manifestement illégal, ce qui est le cas pour tuer des poulets qui ne sont pas malades, ils sont en droit, ils sont dans le devoir de refuser. Il faut bien se souvenir de ça. Donc les policiers ont ce devoir-là et tous les fonctionnaires d'État, ils ont le devoir de désobéir. C'est un ordre est manifestement illégal. Bon sang, il y en a un paquet là qui sont passés et qu'ils ont exécutés alors qu'ils étaient illégaux. Alors je vais revenir sur les enfants parce que on parle de drame humain, de drame pendant qu'ils sont enfants, mais les enfants deviennent adultes à un moment donné. Oui. Alors, on a parlé de cas terribles avec des prélèvements d'organes et peut-être des enfants qui sont tués. Donc là, c'est vraiment pire de pire. Mais on va aussi avoir des enfants qui sont relâchés dans la nature, j'imagine à partir de 18 ans. Et des enfants qui ont été détruits psychologiquement et qui arrivent finalement en tant qu'adultes dans la société et qui sont une partie de la société de demain. Oui, alors c'est des bombes à retardement. C'est des bombes à retardement. C'est des gens qui sont mentalement en partie détruits ou déstructurés. C'est des gens qu'on envoie à la rue, donc une bonne partie finit SDF. Il y a une bonne partie qui finit SDF, il faut le savoir. Et quand on les met dehors, il n'y a plus d'aide. C'est-à-dire que plus d'accueil, plus de foyer, plus de parents. Ils sont incapables d'établir un contact avec leurs parents parce que ils les rejettent pour de multiples raisons. Soit parce que les parents n'ont pas réussi à la récupérer, soit parce qu'ils se sont construits contre les parents. Et donc, oui, c'est comment on peut c'est dire que ça va être une catastrophe sanitaire. Pour le coup, on nous balance plein de catastrophes sanitaires, mais celle-là, c'est celle de demain. C'est la catastrophe sanitaire. C'est toutes ces bombes à retardement qu'on a injectées dans la société et qui, à tout moment, peuvent exploser. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'ADAS, qui est un peu l'ancêtre de l'ASE. Oui. Donc, ça fait un moment quand même que ça existe, et ça fait un moment, a priori, que ça produit déjà des personnes qui ne sont pas adaptées à la société, qui ont été détruites. Est-ce que là, en termes de proportion, justement, de personnes qui vont sortir de ces réseaux, enfin, je vais dire le mot réseau, est-ce qu'elle est bien plus importante et dans 5, 10, 15 ans, on risque d'avoir une montée extrêmement puissante de la délinquance? Je trouve que si on n'arrête pas là cette avalanche de crimes par rapport aux enfants, on va se retrouver
ce problème que certaines soulèvent, c'est la démographie. La démographie, la France, elle souffre de démographie, mais plein de pays souffrent de leur démographie propre, tout simplement parce que des enfants qui sont détruits maintenant, dans le futur, ils ne créent plus d'enfants et surtout, on ne crée plus de familles. Et je rebondis sur cette question qu'en France, en fait, la stratégie et les actes aussi de l'éducation nationale et du gouvernement va vers la destruction de la famille. Quand la famille, c'est le noyau qui protège, c'est la petite cellule qui est créée par l'amour, qui unit un homme et une femme, qui unit, ça donne une petite force, qui ensuite crée des enfants qui doivent faire perdurer la tradition, le patrimoine, le code génétique. Avec la Covid, on a essayé de détruire tout ça aussi. On a la base, en fait, ceux qui mènent cette politique, et elle est évidente qu'elle est très bien conçue et qu'elle est déjà préméditée. Ce mot prémédité est très important. Une politique qui va vers la destruction humaine, vers la destruction des valeurs morales, des valeurs humaines. Et on ne peut pas plus se permettre à détruire la famille parce que c'est la famille qui protège. Ce n'est pas l'ASE, ce n'est pas une assistante sociale, ce n'est pas l'État, ce n'est pas des gens étrangers complètement des enfants, mais c'est les proches, c'est la famille, c'est le papa, c'est la maman, c'est le papa au masculin et c'est la maman au féminin. Parce que c'est la loi de la nature qui gère cette vie. Ce n'est pas des tarés, des malades qui se retrouvent au pouvoir et dans les parlements qui prétendent être mieux que les parents et à créer un enfant, à l'éduquer, à le préserver, à lui donner tout l'amour qu'il possède pour qu'il réussisse la vie. Alors là, dans ce que tu dis, pour moi, il y a deux choses importantes. La première, c'est sur laquelle tu as commencé, c'est vraiment le malthusianisme de Malthus, cette volonté de réduire la population mondiale. Il y a aussi tout ce qui va être immigration, justement, pour contrebalancer finalement les naissances. Donc il y a vraiment une volonté finalement d'aller dans ce sens. Et de l'autre côté, un contrôle social, justement avec la destruction finalement du socle qui est la famille, qui permet la stabilité psychique des individus et d'une population, et qui permet finalement un contrôle social extrêmement important. Et on peut peut-être justement en profiter pour parler d'un sujet un peu annexe, mais qui est justement le fait de la sexualisation des enfants, avec les programmes scolaires qui se font là, actuellement, qui vont dans ce sens, l'accès à la pornographie de façon extrêmement jeune. On est en train de bouleverser finalement les esprits, les psychés d'une population qui aujourd'hui ce sont des enfants et demain encore une fois c'est la société de demain. Ça pourra être des psychopathes. Pas d'empathie, une sexualité débridée, pas de référent adulte. On fabrique petit à petit des gens qui peuvent tomber dans la psychopathologie. Et on fabrique la proie pour ceux qui sont des criminels, tout simplement. Parce qu'avec toutes les lois et les lois permissives, on se permet tout, y compris abaisser l'âge de la sexualité à tel point qu'il n'y a même plus en fait, à l'école, maintenant, on associe l'amour et le sexe. Et parlant aux enfants à partir de 4 ans, 3 ans, de sexualité, de la liberté de choisir le sexe, mais l'enfant, il s'est même pas construit encore
Il n'a pas appris le monde. On a bouleversé son imaginatif. On a bouleversé le lieu là où il peut se sentir en sécurité. On lui détruit la notion d'aimer, de croire à sa mère. Mais je découvre qu'en France, le personnage le plus détesté, c'est la mère. À l'école, tous les livres qu'on enseigne, c'est la mère. Elle est jalouse, elle est mauvaise, elle est égoïste, elle veut nuire à ses enfants, à sa fille surtout, elle est son rival. Ce personnage, c'est un monstre. Dans la littérature française, la mère, c'est un monstre. Pas dans toutes les littératures. Hein. Par contre, ces profs-là qui enseignent et qui se croient aussi, et qui ont aussi une énorme importance parce que les enfants voient une autorité en la personne de l'enseignant. Mais ces enseignants se restreignent à une partie de la littérature. Pourquoi on n'enseigne pas la littérature bulgare, par exemple, qui est pleine d'exemples d'héroïsme féminin, d'héroïsme de mère, d'héroïsme des grands-mères, et que la littérature bulgare, elle est un petit peu plus claire, éclaircie, pas si sombre comme les romans actuels, des romans sexualisés qu'on a donné des prix littéraires à des romans horrible. On a Proust, on a Victor Hugo, on a Dumas. Sois gentil quand même, ne nous écrasez pas. Non. Ça, je le porte en moi parce que j'ai lu à l'âge exactement 11 ans Victor Hugo, Zola, etc. Mais les enseignants français, ils n'enseignent plus ces romans. Zola, aujourd'hui, si vous demandez à un enfant qui est Zola, ben, il vous dit c'est un chanteur. Même au-delà de ça, en fait, les enfants lisent beaucoup moins, les adultes aussi lisent beaucoup moins. On a quand même la culture qui se fait aujourd'hui par les films, par les séries, par des contenus de plus en plus courts aussi. Bon, on est encore sur d'autres domaines. Alors, mais on peut rebondir malgré tout, parce que ce qu'on a constaté dans le foyer, puis poser la question, c'est que tous les enfants qui sont placés en foyer perdent leurs acquis culturels et intellectuels. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants régressent, des enfants qui écrivaient ne savent plus écrire, des enfants ou à peine leur prénom, ils sont en échec scolaire constant, ça ne fonctionne pas, et ça se développe dès qu'ils sont dans les foyers. Des enfants qui étaient extrêmement performants à l'école, qui l'on pèse dans des foyers ou dans des familles d'accueil, le niveau culturel, intellectuel baisse de façon importante. Et je rebondis exactement. Cette commission parlementaire qui a fait des études sur l'ASE, pourquoi ils n'ont pas cherché à voir quelle est la réussite des enfants qui étaient placés au niveau social et professionnel après? Je sais pas que la base, hein. Voilà, le cas bulgare des enfants. Ils étaient inscrits dans une école bulgare. Et plein d'enfants bulgares en France, ils fréquentent l'école française, plus parallèlement une école bulgare. Aux enfants qui sont placés bulgares là, on leur interdit d'avoir le contact avec une école bulgare. Pourquoi? Donc ils perdent leur culture. Voilà, ils perdent les petites cultures. Quand ils vont dans leur pays, ou s'ils peuvent retourner dans leur pays, mais ils ont perdu leurs amis, le contact avec tout ce qui se passe dans le pays. Ils ne peuvent plus communiquer. En ce moment, entre la fille et la mère, il n'y a pas de communication langagière parce que l'enfant parle que le français, la mère parle le turc et le bulgare. Comment la maman peut demander à sa fille, maman, ma chère, est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu veux que je t'achète quelque chose? Non, ça n'existe plus s'il n'y a pas un interprète, s'il n'y a pas le père, s'il n'y a pas le frère. Alors, être coupé de sa langue et de sa culture, c'est contraire à la Déclaration des droits de l'enfant. Donc, c'est une violation des droits fondamentaux des enfants. Et quand le juge
écrit dans ses décisions, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de les maintenir séparés des parents, séparés de la culture, mais séparés entre frères et sœurs. La fratrie. La loi en France oblige aussi que les frères et sœurs, la fratrie, soient maintenus ensemble. Ça fait 1 an et demi que ces enfants sont séparés. La fillette, elle est envoyée au fin fond du monde. Pour accéder à ce village, c'est 1 heure et demie à travers les champs et les forêts. L'enfant, tous les jours, va dans une école qui est à 5 km ou 10 km de là où elle habite. Elle ne voit pas son frère. On a extirpé les enfants à l'âge où l'enfant a peur du noir, a peur de dormir seul. Moi, je me souviens quand j'avais 7-8 ans et que moi je dormais d'ailleurs avec mes grands-parents à l'époque. C'était très très bien vu parce que voilà, on avait une chambre. Il n'y avait pas 30 000 chambres. J'étais tellement bien élevée par mes grands-parents que je peux vous raconter des jolies histoires toute une vie. Après, à un moment, forcément, on m'a donné un lit. J'étais un petit peu séparée, mais je me souviens les nuits, je me couvrais avec ma couverture parce que j'avais peur du noir. Et je tremblais, voilà, est-ce qu'il n'y a pas Un monstre sous le lit. un monstre sous le lit? Et vous imaginez, vous enlevez un enfant à cet âge-là qui a besoin du cas de, Alors, en de, plus, il y a différents de la âges. sécurité. Il y a des enfants qui sont enlevés, enfin, qui sont placés extrêmement jeunes, d'autres un peu plus âgés, mais c'est vrai Dès la que de naissance, toute il y en a façon, qui sont placés. c'est un choc, quoi Voilà, qu'il en soit. le contact, y compris physique, parce qu'un bébé, au début, c'est un contact physique que tu établis avec ta maman et tu le déchires, mais c'est plus qu'un nazi, plus qu'un nazi. Et exactement, je voulais, tout à l'heure, on avait parlé de, est-ce qu'il y a du passé de cet âge? Mais il y a énormément de passé. Franco, en Espagne, mais il a déchiré les enfants, il a enlevé les enfants. En Australie, on enlevait les enfants des parents pauvres ou des parents autochtones parce que l'État, voilà, pensait qu'elle elle est plus instruite, elle va les apprendre à élever mieux les enfants. En tout cas, ça attaque toujours aux personnes les plus Voilà, faibles. au Canada, pareil. C'est récent au Canada, les années 50-60, quand l'État pense que les familles qui n'ont pas l'eau courante sont des familles qui maltraitent les enfants. Mais ce que ces gens-là, pendant le nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, n'en parlons pas, la famille Thénardier, que exactement Victor Hugo décrit merveilleusement bien dans son Misérable. Les Misérables. Les Misérables, voilà. Mais et nous, ceux qui gouvernent et cette société et la ZE prétendent qu'ils sont modernes, mais non, ils sont pas modernes parce qu'ils utilisent les principes et les pratiques des siècles sombres et de la Deuxième Guerre mondiale et du nazisme et des choses qu'on a déjà condamnées dans les livres, les écrits et sur lesquels on a créé des lois pour se protéger. Et la ZE n'a absolument rien de moderne et rien de protecteur. Et moi, j'accuse aussi les députés, les sénateurs qui continuent à créer des lois qui sont contre l'intérêt supérieur de l'enfant. Et la France, je la condamne sur ce point et j'espère que je vais réussir et qu'on va réussir de condamner la France pour exactement la violation des droits de l'enfant. Alors juste avant justement de traiter ce sujet qui sera la dernière question, et voilà, il faut pas non plus que ça dure trop, ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Ouais, Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets en lien avec l'ASE qu'on n'a pas évoqués, que vous voudriez évoquer? Non, mais moi je voudrais quand même expliquer que elle parle de faire condamner. Nous, on va vers la condamnation pour génocide. Alors justement, c'était ma dernière question. Voilà. On va vers la condamnation, enfin, on va poursuivre ces pays pour génocide.
Parce que en fait, c'est une population ciblée, c'est très clairement expliqué dans le statut de Rome et dans l'article 212.1 ou 212.2 du Code pénal en France. En fait, le génocide porte sur une population ciblée. Or, on est sur le cas d'un génocide portant sur une population ciblée et la plus fragile, les enfants. Et la France participe à ce génocide. Donc, notre objectif, c'est de démontrer et de faire condamner les pays qui se livrent à ce genre de trafic pour génocide. Génocide contre les enfants. Déportation massive, enfin, tout ça est dans le statut de Rome européen, hein, ils ont qu'à le lire, hein, c'est leur texte de loi, c'est aussi dans un article de loi français, et c'est dans tous les textes de loi internationaux. Donc voilà, c'est notre objectif parce qu'effectivement, il y a une forme de génocide des enfants. Et donc, Et, oui. et que la France prenne et envoie des armes et qu'elle se tienne et provoque et incite aux guerres et qu'elle envoie des armes en Ukraine et qu'elle continue à soutenir cette guerre fratricide et meurtrière où il y a énormément d'enfants tués et victimes et que la France aussi déporte des enfants ukrainiens en France et qu'on ne sait pas ce qui se passe avec ces enfants, c'est que la France, elle est criminelle et elle est complice à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Alors bien faire la différence évidemment entre les dirigeants français, ceux qui ont du pouvoir et la population. Exactement. Qui n'est pas forcément d'accord. De toute manière, le but du jeu, nous, c'est de poursuivre les têtes, les donneurs d'ordre. On l'a toujours dit. Ce qui nous importe, c'est les donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, on commence à les avoir identifiés. Un crime a un nom. Parce que mon ami le répète tout le temps. La fonction sans le nom n'est rien. Une fonction, une tâche et la responsabilité portent un nom. Donc en fait, dans les réseaux, les Anglais ont déporté 130 000 enfants anglais en Australie entre 1920 et 1960. Ces enfants ont été placés comme des esclaves dans des propriétés, ils ont servi, ils font état, ils font témoignage, on leur a rendu justice, mais tellement longtemps après, et puis il y a tant de morts derrière. Il y a ça, il y a Thatcher qui a enlevé tous les enfants pauvres dans les maternités au prétexte que les parents ne pourraient pas les élever, etc. Il y a les réseaux de pédocriminalité dans lesquels on trouve des gens comme Cameron, par exemple, et toutes ces choses-là. Mais c'est une attaque ciblée sur des populations fragiles et c'est aussi des déportations massives. Donc tout ça rentre dans le crime contre l'humanité. Et donc ce que nous espérons, c'est que faire condamner tous les gens qui sont aux commandes, et je dis bien aux commandes, de ces crimes. Oui, parce que il y a plusieurs choses. En effet, il y a vraiment des personnes qui vont incarner tout ceci, qui sont dangereuses de toute façon. Donc là, il faut les mettre en hors de nuire, comment on dit ça, en état hors de nuire. Oui, en état de nuire. Oui, en état de nuire. Mais il peut y avoir la question aussi de l'hydre, en fait, où les têtes vont repousser. Donc, il est important aussi de s'attaquer à la structure en elle-même, qui fait que certains ne vont pas reprendre la place et pas simplement jouer sur le fait qu'elles se sentent inquiétées en se disant, voilà, je pourrais peut-être moi aussi avoir des problèmes, mais démanteler complètement la structure générale qui permet tout ceci. Et en même temps, quand même, de reconstruire quelque chose de sain, parce que, mine de rien, ça existe, les problèmes de famille, avec des enfants qui sont battus, des enfants qui sont abusés, et il faut les aider. Donc, c'est important d'avoir aussi des structures qui permettent donc d'aider ces enfants. On parlait tout à l'heure aussi des parlementaires. On aimerait bien avoir quelque chose de plus démocratique, hein, finalement, que ce soit la population qui elle-même choisisse. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, et il suffira pas simplement de détruire ce qui existe, mais il y aura aussi à reconstruire. Oui, mais si tu ne fais pas table rase de ce qui est nocif, c'est-à-dire corrompu et mafieux, tu n'arriveras à rien à construire dessus. Donc effectivement, il faut empêcher que les têtes de l'hydre repoussent. C'est pour ça que nous visons les donneurs d'ordre. Je dis bien les donneurs d'ordre. D'ailleurs, ça engage ceux qui sont un peu pris dans le système, soit par chantage, soit par menace, à se dévoiler petit à petit, parce que c'est pas eux qui nous intéressent. Ce sont bien les donneurs d'ordre. Ouais. Ceux qui tirent les ficelles. Et donc là-dessus, j'entends bien qu'il y a une volonté de créer un précédent oui. Et qui sera très fort. L'idée de le porter même de façon internationale. Oui, mondiale. Mondiale, oui. Il y a aussi cette idée, on en avait parlé hier, oui. de
Pas s'attaquer à l'ASE parce qu'en fait l'ASE finalement n'est pas représentée. Non. S'attaquer plutôt aux comment on appelle ça À ceux qui en sont les voilà, c'est en lien avec les ceux qui les dirigent, départements, voilà, je me souviens plus des noms, les du nom. présidents des conseils Voilà, départementaux. président, voilà. Donc là aussi de faire un précédent. Oui. C'est-à-dire faire tomber les coupables, les vrais coupables, les authentiques coupables, ceux qui donnent les ordres, ceux qui sont responsables pénalement. Donc, ça va de l'éducateur de foyer qui laisse faire leur partie des complices de proxénétisme jusqu'au président du conseil départemental. Mais celui qui nous intéresse le plus dans l'histoire, c'est celui qui donne les ordres et qui chapeaute le tout au nom du peuple français, c'est-à-dire le président du conseil départemental. C'est lui qui est le plus responsable. Parce que si lui faisait son travail, l'éducateur de l'ASE ferait le sien. Donc, ce qui nous intéresse, c'est celui qui fait pas le boulot. Et donc, encore une fois, on est vraiment sur l'idée d'abord de défendre les enfants. Oui. Parce que ce sont vraiment la population la plus vulnérable Oui. qui est. Donc, c'est une véritable injustice. Mmh. Arriver à démanteler, en fait, tout ceci, malheureusement, ça ne suffira pas. Il faudra aller aussi plus loin. Et on sait, malheureusement, que ce trafic d'enfants est utilisé également pour corrompre un certain nombre de Oui. personnalités. Et donc s'attaquer à ça, en fait, c'est s'attaquer à la racine, finalement, Du mal. d'un mal qui, malheureusement, touche toutes les populations du monde, Oui. avec toujours des personnes haut placées qui sont manipulées, qui sont... on les contraint finalement d'aller dans un certain sens parce qu'on les fait chanter. Donc c'est un sujet extrêmement important qui pourrait en fait dans le futur aboutir à quelque chose Oui. de très sain. De très sain, mais c'est là pour le coup, on revient sur Assange. Hein. On veut dire la vérité et on va la dire. Et la vérité, c'est que les enfants sont maltraités, que des gens, même des policiers, sont sous pression. Moi, j'ai des exemples de policiers qu'on a fait, enfin, des individus que je ne nommerai pas parce que pour l'instant, il n'y a pas de procédure, mais que des individus ont fait fichier S pour leur fermer pour les empêcher de faire leur travail de policiers. Donc, il y a ça, il y a le chantage, il y a la menace. Tout ça existe. On est dans une société extrêmement corrompue. La corruption est endémique. Elle est mondiale. Et tant qu'on mettra pas un terme à cette corruption une bonne fois pour toutes, on pourra rien construire. Donc, il faut vraiment y mettre un terme. Et qu'il n'y a pas de petite responsabilité ou la responsabilité d'un chef ou d'un petit. Le petit qui accomplit l'ordre de son chef, il est aussi coupable. Qu'il ne se défend pas de la responsabilité parce que dans le dossier des enfants, il y a une assistante sociale qui disparaît, qui a accompagné les enfants. C'est elle qui a enlevé les enfants de la famille Lydia. Mais à un moment, elle dit voilà, moi je fais plus rien, je me retire. Le juge écrit, la dame elle n'est plus là parce qu'elle a fait sa mission. Je suis désolée, mais elle a fait un crime. Elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Elle va porter la responsabilité, son nom le sait, et on va déposer plainte contre elle. Qu'elle est dans sa fonction ou pas, elle est responsable du malheur qu'elle a causé. Et il faut chaque personne qui est engagée dans le système de l'ASE, dans cette politique, a sa responsabilité. Ces gens-là doivent porter cette responsabilité. Parce qu'ils ont la liberté, comme moi et tout le monde ici qui parle ouvertement, eux, ils ont la liberté de dire non, je ne vais pas faire ça. C'est normal, ça fait souffrir un enfant. Voilà, je ne vais pas le faire, ou tout simplement quitter ce système. C'est pour ça, je dis à tous les gens qui sont dans ce système pourri, mafieux, et corrompus, et criminels, qu'ils quittent ces rangs et qu'ils aillent chercher leur réalisation professionnelle ailleurs, là où ils seront vraiment utiles et qui vont préserver l'enfant. Et je reviens sur quelque chose qu'on n'a pas abordé. Il y a
énormément de points qu'on n'a pas abordés. Ce sont les avocats. Les avocats français, pourquoi on a fait intervenir un avocat bulgare? Ça fait 1 an qu'on cherche un Français, un avocat français qui est prêt à défendre la justice, les enfants et la vérité. Parce que les avocats français font partie de ce système parce que ce qu'ils leur conseillent, je n'ai pas entendu un avocat français qui conseille aux parents bulgares qui sont innocents de dire dites que vous êtes innocents, ne reconnaissez pas ce qu'on vous accuse. Ils disent tous, oui, il faut suivre les recommandations, il faut écouter l'ASE, il faut faire ce qu'ils vous disent. Non, quelqu'un qui est innocent, il ne reconnaît pas aucune culpabilité. Voilà, c'est pour ça que je suis avec ces gens-là, pour dire qu'ils sont innocents et que les enfants doivent revenir aux parents dans leur famille. Là, on les aime. C'est pas le juge à dire, ah oui, ou les familles d'accueil. On aide les enfants, vous pouvez les aider, mais vous ne les aimez pas. Voilà, l'amour seul qui se donne, c'est les parents. Merci. Donc je voulais quand même conclure, et là on est déjà un peu là-dedans, sur des idées de solutions. Donc vous êtes dans un combat dans lequel justement vous cherchez à trouver des solutions et même mondiales. Mais chacun aussi peut se demander qu'est-ce que je peux faire. Donc là, en effet, si vous êtes présent dans ces réseaux, entre guillemets, vous travaillez en fait là-dedans, vous pouvez en effet dire non, vous pouvez vous retirer. Alors c'est difficile, hein, de se dire j'ai un emploi, il faut que je fasse vivre une famille, moi aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont insupportables. Mais pour le commun des mortels aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire? Si vous-même, on vous a retiré vos enfants, si vous-même, en fait, vous êtes victime de ce système, vous avez le droit, vous avez le devoir d'aider vos enfants, de vous défendre. Et donc, pour ça, évidemment, de ne pas rester tout seul, de ne pas rester isolé. C'est important d'en parler. Oui, ça, c'est capital. Parce qu'il y a un vrai tabou qui existe. Et en face, il joue vraiment là-dessus, sur le fait que les personnes n'osent pas s'exprimer, n'osent pas chercher de l'aide. Donc ça, c'est une première chose qui me semble importante. Oui. Cette volonté de se défendre. Se défendre, c'est avec d'autres, justement, aller chercher des associations, aller chercher d'autres personnes qui font ça. Internet, finalement, aujourd'hui, permet aussi d'avoir beaucoup de contacts. Il faut faire attention quand même, parce qu'il y a énormément de fausses associations fictives qui détournent les parents qui veulent aider, qui veulent se défendre. On a une profusion de gens qui se disent « Oui, moi, j'ai subi la même chose, je veux t'aider. » On a des amis. J'ai croisé aussi des gens qui mentaient ouvertement, qui l'aident. On s'est confronté à des avocats fictifs qui, oui, c'est vrai. Des faux avocats qui voulaient aider, mais en fait, qui ne sont pas des avocats et qui détournent les efforts des parents. Et essentiellement, se dire que chacun peut être à la place d'un maman ou d'un père à qui on a enlevé les enfants. Chacun. En ce moment, il n'y a personne qui est garanti et les droits des gens ne sont plus garantis en France, y compris se retrouvant dans une maternité. Dans une maternité, vous pouvez vous retrouver, avoir mis au monde votre enfant et qu'il soit retiré dès les premiers jours. Parce que il y a des criminels qui ont décidé ainsi, tout simplement, prendre l'enfant, dire qu'il est mort ou que, voilà, que vous avez fait un faux pas, mais vous ne l'avez pas fait. Tout simplement, ils ont des intentions de voler des enfants. Les hôpitaux français, en ce moment, y compris, ne sont pas sûrs que vous allez avoir un enfant que vous avez mis au monde. On vit dans des temps pire que le Moyen Âge. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, on n'a pas trop pris le temps de l'évoquer, mais c'est la pression aussi qu'ils peuvent faire sur les familles. Oui. Mais encore une fois, je voulais pas qu'on termine sur une note qui fasse trop peur, parce que là, si tout le monde se dit, voilà, on peut m'enlever mon enfant à n'importe quel moment, voilà, on est quand même sur la peur. Donc, en être conscient, c'est le premier moyen de se dire, je suis capable aussi de me défendre, je suis capable d'être vigilant aussi de ce qui se passe. Maintenant que j'ai pris connaissance de ce problème.
Et donc, simplement en avoir pris conscience, c'est déjà, je pense, quelque chose de très positif, de se dire, je vais vraiment faire attention. Et en fait, c'est pas la peur, on finit pas sur la peur, on finit sur ton slogan qui est primordial dans ton combat, c'est d'être informé. Quand on est informé, on sait très bien comment se défendre. Voilà. Quand on ferme les yeux, quand on tourne le dos au problème, c'est là qu'il y a le problème qui apparaît encore plus fort. Non, alors c'est notre devise, hein, en liberté d'informer, toute liberté est illusoire. C'est la devise de l'association. Moi, je vais finir beaucoup plus positivement qu'elle. Je lui ai dit tout à l'heure, on a le pouvoir de dire non. Il y a dans ce pays des personnes dépositaires de la loi et des fonctionnaires d'État qui sont extrêmement soucieux, indépendamment de ceux qui sont corrompus, de l'avenir de leur pays. Et nous, on œuvre pour sauver les enfants, mais aussi pour, comme Victor Hugo l'a dit, éradiquer la misère. Je rappelle, je renvoie les gens à son fabuleux discours devant l'Assemblée nationale. Et nous allons décider que nous allons ouvrir des écoles pour fermer des prisons. Merci beaucoup. Dernière chose, si des personnes souhaiteraient trouver de l'aide, est-ce que vous pourriez les accueillir ou est-ce que vous au moins les rediriger peut-être vers... Alors au moins les accueillir, regarder les documents, les dossiers, oui, on peut le faire. Ils ont l'adresse du site. Vous pouvez rappeler Alors c'est wikijusticejulienassange@gmail.com. Et donc on met du temps à répondre, qu'ils le sachent, parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais on répond. D'accord. Merci en tout cas, c'est bien de terminer sur ces messages d'espoir. Merci à toi, Pascal. Pour tout ce temps Pascal. qu'on a passé ensemble. Ouais, c'était très sympa. Et merci vous aussi, chers auditeurs, d'avoir passé le temps d'écouter ce sujet qui était un peu long, mais qui me semble primordial. Et juste, si les gens veulent nous aider, c'est venez aux audiences, soyez avec les parents. La presse aussi, que la presse vienne aux audiences, que la presse, il faut que les audiences soient désormais publiques, toutes sans exception, que toutes les audiences, toutes les auditions à la police soient filmées. C'est pas que celle des enfants. Tout doit être filmé, tout doit être archivé, tout doit être gardé et tout doit être mis à disposition des citoyens français. Et qu'il n'y ait plus d'entrave à l'accès aux documents qui sont liés à un dossier. Il faut avoir l'accès libre, comme la loi le dit, libre, instantané, immédiat, par tous les moyens, pas qu'on ne dise non, vous allez avoir l'accès que par voie électronique. Ça n'existe pas dans la loi, la voie électronique. Ça existe un document sur papier et le document doit être à la disposition de l'avocat, des parents et de tous les concernés. Voilà. Donc là-dessus, en effet aussi, on appelle tous les journalistes à s'intéresser à ce sujet, à vous contacter aussi parce que c'est important que le message se diffuse. Et pour être au courant des audiences et ainsi de suite, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors on a des pages Facebook, Wikijustice a une page Facebook, donc on peut annoncer ça. Voilà. On y trouve des documents. Sur nos sites, on y trouve des documents juridiques. Tout ce qu'on fait est volontairement en open source. Pour le coup, on se met aussi dans les pas d'Assange. Voilà, donc et on attend de l'aide, mais de l'aide matérielle, des avocats, voilà. Et on va faire une conférence de presse et le premier invité, ce serait Pascal et des journalistes étrangers. On va plus se clôturer en France parce que la France n'a plus de justice, donc on va aller chercher la justice dans le monde entier. Tout le monde saura. Tout le monde. Très bien. Je vous remercie beaucoup toutes les deux et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Pascal. Merci à toi.